Bonjour. Le 7e épisode de cette série avait porté sur les kératocytes. Nous rappelons la particularité morphologique des kératocytes. Ce sont des érythrocytes qui possèdent deux projections pointues, convergentes, qui peuvent se réunir à leur extrémité. Un kératocyte est un globule rouge avec deux spicules donnant un aspect de corne. Les kératocytes sont présents sur le frottis sanguin en cas de déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase ou en cas de l'alpha-thalassémie. Le 8e épisode que nous vous présentons aujourd'hui porte sur un globule rouge morphologiquement anormal appelé schizocyte ou schistocyte. Mais avant de parler du schizocyte, il est indispensable de rappeler que le globule rouge normal est une cellule sans noyau ayant l'aspect d'un disque avec une membrane cytoplasmique régulière et un centre plus clair dont le diamètre est de l'ordre du tiers du diamètre total de la cellule. À l'état normal, le globule rouge ne contient pas d'inclusion intracellulaire visible. Toute variation traduit donc une anomalie cellulaire et une pathologie. Alors, c'est quoi le schizocyte? Les schistocytes sont des fragments d'émacie à bord souvent déchiquetés, pouvant présenter diverses formes, notamment la forme triangulaire, la forme en casque, en virgule, en arc de cercle, en bâtonnet, etc. La schizocytose exprime la présence dans le sang des fragments de globules rouges. Dans quelle maladie peut-on rencontrer une schizocytose? La schizocytose est rencontrée dans diverses pathologies, notamment les purpura thrombopéniques thrombopathiques, PTT en sigle, la coagulation intravasculaire disséminée, CIVD, le syndrome hémolytique urémique, SHU, les métastases des tumeurs solides à la moelle osseuse. Cela dit, analysons ensemble ce cas clinique. Mademoiselle Rachel, âgée de 32 ans, est amenée en consultation pour convulsions et perte de connaissance. Le début remonte à 5 jours de la présente consultation par des céphalées intenses et une fièvre sans horaire, ce qui a poussé la patiente à faire une automédication au paracétamol 2 fois 1 gramme par jour pendant 5 jours. La persistance de ces symptômes et la survenue de convulsions et de la perte de connaissance motivent la présente consultation pour une meilleure prise en charge. Dans le complément d'anamnèse, on note l'asthénie physique, la nausée et les arthralgies. À l'examen physique, l'état général est altéré par la fièvre,
chiffré à 38 degrés Celsius et un coma au premier stade selon le score de Glasgow. Les conjonctives palpébrales sont pâles, les conjonctives bulbaires ictériques. Ailleurs, on note une tachycardie à 104 battements à la minute et une splénomégalie au stade 2 de Hackett. La sonde urinaire mise en place ramène 200 ml d'urine foncée. Le médecin conclut à une souffrance cérébrale aiguë fébrile avec, comme première hypothèse, la méningite et comme deuxième hypothèse, le paludisme grave, forme neurologique et anémique. Le médecin procède alors à une ponction lombaire. Le liquide céphalorachidien recueilli est normal, comme le révèlent les résultats sur cette diapositive, ce qui lui permet d'exclure l'hypothèse de la méningite. La goutte épaisse demandée revient négative, d'où le médecin émet des réserves sur l'hypothèse d'un probable paludisme. Mais la pâleur conjonctivale, l'ictère, la tachycardie, la splénomégalie et les urines foncées font suspecter une anémie hémolytique qu'il importe de mettre au point. Pour ce faire, le médecin demande la numération formule sanguine et le bilan d'hémolyse. La numération formule sanguine, faite à l'automate d'hématologie, révèle une anémie. Cette anémie est normochrome, normocytaire, régénérative. Cette numération formule sanguine révèle également une hyperleucocytose et une thrombopénie modérée. L'élévation de la bilirubine libre, de la lactate déshydrogénase et du fer sérique associé à une aptoglobine basse plaide en faveur d'une hémolyse. Le test de Coombs direct négatif révèle que l'hémolyse n'est pas due à une auto-immunité. Il s'agit donc d'une hémolyse mécanique. La légère élévation de l'urémie et de la créatininémie signe une atteinte rénale de degré moins sévère. Sur le frottis sanguin, on observe des schizocytes représentant environ 4% des globules rouges. La goutte épaisse ainsi que les résultats des analyses du liquide céphalorachidien étant sans particularité, il n'y a donc ni paludisme ni méningite. Toutefois, on observe une hémolyse mécanique, une thrombopénie, de nombreux schizocytes
et une légère atteinte rénale. Maintenant, on vous pose deux questions. Quel est votre diagnostic? Quelles sont les autres analyses nécessaires pour ce cas? Pour répondre à ces deux questions, nous rappelons les hypothèses diagnostiques d'une schizocytose. Le purpura thrombotique thrombocytopénique, une hypothèse à retenir vu sa compatibilité avec la clinique et la paraclinique de la patiente. La coagulation intravasculaire disséminée, hypothèse à prendre sous réserve car la CIVD n'est jamais une maladie en soi, mais toujours la manifestation d'une maladie sous-jacente. Syndrome hémolytique urémique, hypothèse exclue, car la patiente a un âge supérieur à 15 ans. Elle présente la fièvre et des signes neurologiques avec une schizocytose inférieure à 5% d'érythrocytes. Métastase osseuse des tumeurs solides, hypothèse exclue car le tableau clinique n'est pas typique. Rappelez-vous que dans le 5e épisode de cette série, nous avons développé un cas clinique de métastase osseuse des tumeurs solides. Devant cette patiente âgée de 32 ans, sans antécédents particuliers, présentant des symptômes neurologiques fluctuants, une fièvre, une anémie hémolytique, une hyperleucocytose, une thrombocytopénie et une défaillance rénale, et dont le frottis sanguin périphérique montre des schizocytes, le médecin pose le diagnostic d'un syndrome de Moskowitz, encore appelé purpura thrombotique thrombocytopénique, PTT en sigle. Le médecin demande un bilan pour rechercher les causes probables de ce syndrome de Moskowitz. La sérologie VIH négatif exclut l'infection par le VIH. L'absence de grossesse est révélée par un taux d'hormone chorionique gonadotrope inférieur à 5 unités internationales par litre. La recherche des anticorps antinucléaires est négative, ce qui permet d'exclure la présence d'une connectivite quelconque. La patiente Rachel présente donc un purpura thrombopathique, thrombocytopénique, idiopathique. Chers camarades, c'est quoi le syndrome de Moskowitz? Le syndrome de Moskowitz ou purpura thrombotique thrombocytopénique est une maladie auto-immune due à un auto-anticorps inhibiteur rendant inactive une protéine nommée ADAMTS13, entraînant la formation des multimères du facteur de von Willebrand et une formation anormalement élevée de thrombie dans la microvascularisation. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique car l'évolution spontanée, en l'absence de prise en charge adaptée, est rapidement fatale dans plus de 90% de cas. Je le répète, il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique car l'évolution spontanée, en l'absence de prise en charge adaptée,
est rapidement fatale dans plus de 90% de cas. Le purpura thrombotique thrombocytopénique est une maladie rare. En France, sa prévalence est de 13 par million d'habitants et l'incidence de 1,5 par million d'habitants par an. Cette maladie est plus fréquente chez l'adulte entre 20 et 40 ans, mais elle peut également être retrouvée aux âges extrêmes de la vie, de la naissance jusqu'à 70 ans, avec un âge médian lors du diagnostic de 35 ans. Les femmes sont plus touchées que les hommes. Le sexe ratio varie selon les sources entre 2 femmes pour 1 homme à 3 femmes pour 2 hommes. La pentade classique comprend les 5 symptômes et anomalies biologiques suivants. Premièrement, nous avons des symptômes neurologiques fluctuants, comme des céphalées, des paresthésies, une convulsion, voire un coma. Deuxièmement, une fièvre. Troisièmement, une anémie hémolytique et un frottis sanguin caractéristique par la présence des schizocytes. Quatrièmement, une thrombocytopénie provoquant des ecchymoses, voire un purpura. Cinquièmement, une défaillance rénale. Le diagnostic du syndrome de Moscowite est difficile et urgent. Il n'existe pas d'examen spécifique de routine permettant de confirmer une suspicion de purpura thrombotique thrombocytopénique. Historiquement, le diagnostic reposait essentiellement sur la présence de la pentade des symptômes et anomalies biologiques décrites ci-haut. Actuellement, on inclut les critères diagnostiques biologiques suivants: thrombopénie, schizocyte et élévation significative du taux sanguin de la lactate déshydrogénase. Chers camarades, les anomalies morphologiques des cellules sanguines sont nombreuses. Comme nous venons de le constater chez la patiente Rachel, le frottis sanguin a été un outil indispensable pour le diagnostic. L'automate d'hématologie est nécessaire, mais pas suffisant pour poser un bon diagnostic. Chers téléspectateurs, la production de l'émission Morphologie en hématologie que vous venez de suivre est une action située au premier stade du processus de changement de comportement, c'est-à-dire le stade cognitif. La finalité étant d'atteindre le stade conatif en passant par le stade affectif. Ce message pour le changement de comportement invite les laboratoires équipés d'automates d'hématologie à ne pas abandonner la lecture minutieuse des lames des frottis sanguins périphériques. Ce message invite les laboratoires dépourvus d'automates d'hématologie à rechercher, en plus de la formule leucocytaire, les anomalies morphologiques des éléments figurés du sang. Le changement des comportements anciens et l'adoption de nouveaux comportements améliorera la qualité de nos services et produira la satisfaction de nos clients. En bref, il ne suffit pas de connaître toutes les anomalies morphologiques des cellules sanguines, mais il faut les rechercher chez tous les patients
pour ne pas passer à côté des vrais problèmes des malades. Nous vous remercions d'avoir suivi ce 8e épisode intitulé Schizocyte et vous annonçons que la 9e séance portera sur le stomatocyte. Au revoir et à la prochaine.